Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je vais vous emmener dans l'un des plus grands mystères de tous les temps. Une légende transmise depuis plus de 2000 ans, celle d'une civilisation brillante, prospère, puis engloutie en une seule nuit. Fermez les yeux, détendez vos épaules puis laissez vos pensées se calmer. Préparez-vous pour le voyage, car voici l'histoire de l'Atlantide, la fameuse cité perdue. Depuis des milliers d'années, les hommes parlent d'un continent perdu, englouti sous les flots. Une terre si vaste et si prospère que son souvenir traverse encore les siècles comme une énigme. Cette terre, c'est l'Atlantide. Les premières paroles sur l'Atlantide ne viennent pas d'un marin ou d'un explorateur, mais d'un philosophe. C'était Platon il y a plus de 2000 ans. Dans ses écrits appelés Timée Critias, il raconta l'histoire d'une île immense située au-delà des colonnes d'Hercule, que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Selon lui, elle s'étendait comme un monde nouveau, riche en montagnes, en plaines fertiles, et surtout en une cité incomparable. Platon disait tenir ce récit d'un ancien prêtre égyptien. Selon ce prêtre, l'Atlantide aurait existé près de 9000 ans avant l'époque de Solon, l'un des grands sages grecs. L'histoire n'était donc pas une invention récente, mais la mémoire d'un temps très ancien, presque oublié. Imaginez un royaume où la puissance et la beauté se mêlaient. L'île était si grande qu'elle pouvait nourrir son peuple sans effort. Les plaines donnaient des récoltes abondantes, les forêts offraient leurs bois précieux, et le sol lui-même renfermait des métaux rares. Au cœur de ce monde se trouvait une capitale extraordinaire, entourée de canaux concentriques, comme des cercles parfaits taillés dans la terre. Platon décrit l'Atlantide comme une civilisation bénie des dieux. On disait qu'elle avait été donnée à Poséidon, le dieu des océans, qui l'avait façonnée pour y abriter ses enfants. De son union avec une femme mortelle étaient nés 10 fils, 10 rois, qui régnèrent ensemble sur cette terre prospère. Mais ce qui rend ce récit encore plus mystérieux, c'est la fin que Platon y attacha, car l'Atlantide, malgré sa richesse, n'était pas éternelle. Un jour, les dieux se lassèrent de l'orgueil de ses habitants. En une seule nuit, des tremblements de terre et des rats de marée engloutirent entièrement l'île. Elle disparut sous l'océan, ne laissant derrière elle que des souvenirs et des légendes. Depuis, des générations d'entre nous se demandent, Platon avait-il inventé cette histoire comme une parabole, ou bien avait-il transmis une vérité cachée, une mémoire d'un monde englouti? Ce récit, transmis de bouche en bouche, écrit dans les textes sacrés de la philosophie, nourrit encore aujourd'hui notre imaginaire. Et tandis que nous fermons les yeux pour écouter, il nous emmène sur les traces d'un royaume perdu, peut-être réel, peut-être mythique, mais toujours vibrant dans la mémoire des hommes. C'est ainsi que commence l'histoire de l'Atlantide. Platon décrivait l'Atlantide comme une cité incomparable, un joyau qui surpassait toutes les civilisations connues. Imaginez un immense réseau de cercles concentriques, alternant mer et terre, reliés entre eux par des ponts et des canaux. Au centre de ces cercles se trouvait l'île principale, le cœur battant de la capitale. Les Atlantes avaient bâti des temples gigantesques, des palais entourés de colonnes sculptées, et des statues d'or massif qui reflétaient la lumière du soleil. Partout, l'or et l'argent scintillaient, mêlés aux pierres précieuses, et à des alliages mystérieux que nul autre peuple ne connaissait. Même les routes et les murs étaient décorés de métaux brillants. Tout respirait la puissance et la splendeur. Le temple le plus sacré était celui de Poséidon, le dieu qui avait donné cette terre à ses enfants. C'était un édifice colossal, recouvert d'or pur à l'extérieur, et d'or, d'ivoire et de pierres rares à l'intérieur. Au centre se dressait une statue gigantesque du dieu, représentée sur un char tiré par des chevaux marins. Son regard dominait la cité, rappelant à tous que c'était lui le véritable protecteur de l'Atlantide. Autour de ce sanctuaire, les Atlantes avaient organisé leur vie dans un ordre presque parfait. Chaque cercle de terre abritait des quartiers, des marchés, des jardins luxuriants, et des habitations ornées de sculptures raffinées. Les canaux remplis d'eau de mer servaient à la fois au transport et à la beauté. Des navires circulaient sans cesse, reliant le centre aux anneaux extérieurs, dans une harmonie que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. La richesse matérielle n'était pas leur seul trésor. Les Atlantes maîtrisaient aussi l'art de la navigation, de l'agriculture et de l'architecture. Leurs champs donnaient des récoltes abondantes grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux. Leur flotte parcourait l'océan,
rapportant d'autres richesses et d'autres savoirs. Leurs palais, construits en marbre et en pierre polie, brillaient comme des miroirs sous la lumière du soleil. Tout dans cette cité semblait conçu pour refléter la grandeur d'un peuple béni des dieux. Les voyageurs qui en entendaient parler restaient émerveillés, et ceux qui l'avaient vu de leurs yeux ne pouvaient plus jamais l'oublier. Mais derrière cette splendeur se cachait déjà une fragilité, car plus une civilisation brille, plus elle risque de succomber à son propre éclat. L'Atlantide, dans sa gloire, avançait sans le savoir vers sa propre chute. Au commencement, l'Atlantide n'était pas seulement une terre de richesse. C'était un royaume fondé sur la sagesse et la vertu. Platon racontait que le dieu Poséidon lui-même l'avait façonné. Il avait pris cette île immense au cœur de l'océan et y avait établi ses enfants, nés de son amour avec une femme mortelle. Ces enfants furent 10 fils, et chacun devint roi d'une partie de l'Atlantide, mais ils ne régnaient pas séparément. Ensemble, ils formaient une confrérie unie, gouvernée par des lois gravées sur une stèle sacrée placée dans le temple de Poséidon. Là, ils se réunissaient à intervalles réguliers, ils sacrifiaient des taureaux, offraient leurs prières, et renouvelaient leurs serments de justice et d'harmonie. Dans les premiers temps, les Atlantes étaient un peuple droit et pur. Ils ne cherchaient pas la domination, ni le luxe, ni les conquêtes. Leur puissance était grande, mais ils savaient la contenir. Ils vivaient en équilibre avec la nature, respectant les dons de la terre et de l'océan. Les champs fertiles leur donnaient du grain en abondance, les forêts regorgeaient d'animaux, et les mines révélaient des métaux que nul autre peuple ne possédait. Leur savoir allait bien au-delà de l'agriculture. Ils avaient bâti des navires capables d'affronter les océans les plus vastes, et leur flotte s'étendait jusqu'aux confins du monde connu. Leur cité était protégée par des murailles immenses, décorées d'or et d'argent, mais derrière cette puissance se cachait une discipline rigoureuse, car les Atlantes suivaient encore la loi des dieux. Ils étaient grands dans leur humilité, et leur force venait de leur fidélité à la sagesse. Ils se souvenaient que tout leur avait été donné par Poséidon. Ainsi, au lieu de se perdre dans l'or et dans les plaisirs, ils cultivaient une certaine simplicité intérieure. Ils comprenaient que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans ce que l'on possédait, mais dans l'ordre, la justice et la vertu. Platon disait que tant qu'ils gardaient cette pureté, l'Atlantide prospérait comme aucune autre civilisation. Leur puissance s'étendait sur de nombreuses îles et sur une grande partie des terres environnantes. Ils étaient respectés, parfois craints, mais aussi admirés. Les autres peuples voyaient en eux une image de ce que pouvait devenir l'humanité guidée par les dieux. Mais les dieux observent toujours. Et Poséidon lui-même savait que nul peuple ne reste éternellement pur. Car plus une nation s'élève, plus le risque de l'orgueil grandit. Le temps approchait où les Atlantes, grisés par leur puissance, allaient oublier la loi divine. Et ce jour-là, leur sagesse s'éteindrait, laissant place à la décadence. Ainsi, tandis que la cité brillait encore de 1000 feux, l'ombre de sa chute commençait déjà à se dessiner. Le temps passa, et peu à peu, l'Atlantide changea. Ce peuple qui avait été guidé par la sagesse des dieux, commença à oublier ses racines. La mémoire de la loi sacrée s'enfouissait sous les pierres d'or et les palais grandioses. Les Atlantes, autrefois humbles et justes, laissèrent entrer l'orgueil dans leur cœur. Au début, cela se fit doucement, presque imperceptiblement. Les rois, qui jadis se réunissaient dans le temple de Poséidon pour offrir des sacrifices, commencèrent à se croire eux-mêmes divins. Ils regardaient leurs richesses, leurs flottes, leurs murailles, et se disaient « rien ne peut nous renverser ». Les habitants eux aussi changèrent. La simplicité de leurs ancêtres fut remplacée par la soif de possession. Les marchés regorgeaient d'or, d'argent et de bijoux, mais le cœur des hommes devenait vide. Ils se disputaient pour des terres, pour du pouvoir, pour des plaisirs sans fin. Les fêtes et les banquets remplaçaient les prières et les sacrifices. La vertu qui avait autrefois illuminé l'Atlantide s'éteignait lentement. Comme une flamme qu'on étouffe, elle laissait place à l'ombre de la cupidité. Les Atlantes n'étaient plus des gardiens de la sagesse. Ils étaient devenus des maîtres avides, cherchant à étendre leur domination toujours plus loin. Platon disait qu'ils commencèrent à lever leurs armées contre les peuples voisins. Là où ils étaient autrefois admirés, ils devinrent redoutés. Leur flotte imposante traversait les mers non plus pour échanger, mais pour conquérir. Leur nom, autrefois synonyme de grandeur,
devint peu à peu associé à la peur. Et pourtant, malgré leur victoire, quelque chose de fragile grandissait en eux, car ils perdaient le soutien des dieux. Poséidon, qui les avait bénis, détourna son regard. Les Atlantes avaient oublié qu'il était la source de leur prospérité. Ils ne se souvenaient plus que toute puissance est un prêt, et que les dons divins peuvent être retirés à tout instant. Dans le cœur de leur palais, les Atlantes vivaient désormais dans une illusion. Ils se croyaient immortels, invincibles, éternels. Mais sous cette surface brillante, la cité n'était plus la même. Ses fondations spirituelles s'étaient fissurées, et une civilisation sans vertu ne peut pas durer. C'est alors que, selon Platon, les dieux se réunirent pour juger l'Atlantide. Zeus, le roi des dieux, observa leur orgueil et leur décadence. Et il décida qu'un tel peuple ne pouvait pas continuer ainsi. Une punition devait venir. La gloire de l'Atlantide touchait à sa fin. Quand les dieux regardèrent l'Atlantide, ils virent un peuple qui avait oublié sa promesse. Un peuple qui vivait encore dans la splendeur des temples et des palais, mais dont le cœur n'était plus pur. Alors Zeus convoqua l'assise divine. Les dieux se rassemblèrent dans les hauteurs de l'Olympus, chacun observant ce royaume jadis béni, et désormais corrompu. Ils parlèrent longuement de l'avenir de cette civilisation. Certains disaient, peut-être trouveront-ils la sagesse, et reviendront-ils à la vertu. D'autres répondaient, non, leur orgueil est trop grand, il les a déjà condamnés. Zeus, d'une voix puissante, trancha le silence. L'Atlantide a reçu tous les dons. Des terres fertiles, des richesses inépuisables, une puissance que nul autre peuple ne possédait. Mais ils ont oublié les lois sacrées. Ils ont choisi l'orgueil, la cupidité et la conquête. Ce qui devait être un modèle de justice est devenu un empire de vanité. Alors il leva sa main et décida que ce peuple serait effacé de la surface de la terre, non pas par vengeance, mais pour rétablir l'ordre. Car aucun royaume ne peut défier les dieux et survivre éternellement. Le jugement fut rendu. La colère des dieux tomba sur l'Atlantide. D'abord ce fut la terre qui gronda. De puissants tremblements ébranlèrent l'île entière. Les palais, si solides, se fissurèrent. Les temples dorés tremblaient comme des feuilles. Les Atlantes, pris de peur, couraient dans les rues, incapables de comprendre ce qui se passait. Puis ce fut la mer qui se leva. Des vagues gigantesques, plus hautes que les murailles, vinrent frapper les côtes. L'océan, jadis protecteur et nourricier, se transformait en un monstre furieux. Les navires furent brisés, les ports engloutis. Le ciel lui-même sembla se joindre à la colère divine. Des éclairs traversaient les nuages, et le tonnerre résonnait comme le glas d'une civilisation. Cette nuit-là, en un seul jour et une seule nuit de malheur, l'Atlantide fut engloutie. Les canaux se remplirent d'eau, les cercles concentriques disparurent sous les flots, et bientôt il ne resta plus rien. L'île immense, avec sa gloire et ses richesses, ses temples et ses murailles, sombra au plus profond de l'océan. Et les Atlantes, peuple fier et orgueilleux, disparurent avec elle. Le silence retomba, mais un silence lourd, un silence de faim. La mer recouvrit tout, comme si jamais cette civilisation n'avait existé. Depuis ce jour, nul navire, nul voyageur ne retrouva l'Atlantide. Elle n'était plus qu'un souvenir, une légende murmurée à travers les siècles, un avertissement pour les peuples à venir. Quand les vagues recouvrirent l'Atlantide, le peuple tout entier disparut. Mais dans les profondeurs de l'océan, l'ombre de la cité resta gravée comme une cicatrice éternelle. On raconte que sous les eaux, les temples dorés scintillaient encore un instant, avant que la nuit marine ne les recouvre. Les cercles concentriques, qui avaient fait la fierté de la capitale, se remplirent d'une eau sombre et salée. Les statues massives de Poséidon, autrefois dressées vers le ciel, sombrèrent lentement, englouties dans le silence des abîmes. Les jardins luxuriants devinrent des plaines de coraux, et les canaux parfaits se transformèrent en gouffres aquatiques. Mais certains disent que la cité ne disparut pas totalement, elle serait encore là, intacte, dissimulée au fond de l'océan. Des voyageurs affirment que, par des nuits calmes, on peut entendre sous la surface un bourdonnement, comme le bruit lointain d'un peuple perdu. D'autres racontent que des pêcheurs aperçurent un éclat d'or sous les vagues, avant qu'ils ne disparaissent dans l'obscurité. La légende dit aussi que les Atlantes, engloutis dans les flots, ne moururent pas vraiment, leur esprit demeura, prisonnier de la cité. Ils errent encore dans les rues submergées, gardiens invisibles d'un royaume interdit. Leur regard, perdu dans l'éternité des eaux,
observe ceux qui osent chercher l'Atlantide. Des explorateurs, au fil des siècles, partirent à la recherche de cette terre mythique. Certains la cherchèrent dans l'océan Atlantique, d'autres dans les Caraïbes, d'autres encore au large de l'Afrique. Tous rêvaient de retrouver les palais engloutis, les trésors et les secrets perdus. Mais aucun ne revint avec une preuve. La mer garde son mystère jalousement. Et pourtant, l'histoire survit, Platon l'a transmis, et depuis, chaque génération se demande où se cache l'Atlantide. Était-ce une terre réelle, engloutie par la colère des dieux, ou bien une parabole inventée pour enseigner aux hommes les dangers de l'orgueil et de la décadence? Peut-être que la vérité se trouve entre les deux. Peut-être que l'Atlantide fut bien réelle, et que l'océan a caché ses ruines pour toujours. Peut-être aussi qu'elle vit encore, mais pas dans un lieu qu'on peut trouver avec des cartes ou des navires. Peut-être qu'elle vit dans notre mémoire collective, dans ce désir étrange que nous avons de chercher un paradis perdu. Car l'Atlantide n'est pas seulement une île engloutie, c'est un miroir. Elle nous rappelle que toute civilisation, aussi grande soit-elle, peut tomber si elle oublie sa vertu. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes, et à nous demander, qu'arriverait-il si nous perdions nos valeurs, comme eux ont perdu les leurs? Et c'est peut-être pour cela que, malgré les siècles, malgré les océans, l'histoire de la cité engloutie continue d'hypnotiser ceux qui l'écoutent. Car l'Atlantide, même disparue, vit encore. Après la disparition de l'Atlantide, il ne resta que des mots. Ceux de Platon, écrits il y a plus de 2000 ans, traversèrent les siècles. Dans ses dialogues Timée et Critias, il décrivait l'île immense, sa gloire et sa chute. Mais il ne termina jamais son récit. Le texte s'arrêtait brusquement, laissant le mystère entier. Était-ce volontaire? Était-ce pour inviter les générations futures à chercher la vérité par elles-mêmes? Nul ne le sait. Au fil des âges, l'Atlantide devint une énigme qui fascinait rois, explorateurs et savants. Les érudits de l'Antiquité se demandaient si Platon avait transmis une histoire véritable, reçue des prêtres d'Égypte, ou s'il avait inventé une parabole pour enseigner une leçon morale. Certains disaient, l'Atlantide n'est qu'un mythe. D'autres répondaient, non, elle a existé, et nous devons la retrouver. Au Moyen-Âge, quand les cartes du monde étaient encore incomplètes, des moines et des voyageurs dessinaient parfois, au-delà de l'océan connu, une île mystérieuse. Une terre lointaine, absente de la réalité mais présente dans les rêves. Puis vint l'époque des grandes découvertes. Quand Christophe Colomb mit les voiles vers l'ouest, certains pensaient qu'il trouverait non seulement un nouveau continent, mais peut-être aussi les ruines de l'Atlantide. Et plus tard, d'autres explorateurs affirmèrent avoir aperçu des terres étranges, des statues englouties, ou des vestiges qu'il est impossible d'expliquer. Au XIXe et au XXe siècle, la quête reprit avec encore plus de force. Des savants, des archéologues, des aventuriers, partirent chercher les traces de la cité perdue. Certains la situaient près des Açores, d'autres aux Caraïbes, d'autres encore en Crète, ou même en Antarctique. Chaque hypothèse rallumait le feu de la légende. Mais jamais personne ne trouva de preuves définitives. Pourtant, l'Atlantide ne cessait de grandir dans l'imaginaire collectif. Des écrivains en firent des récits merveilleux. Des chercheurs y virent la trace d'une civilisation oubliée, peut-être mère de toutes les autres. Et d'autres encore la considérèrent comme une métaphore éternelle. Celle d'une humanité qui, trop fière, perd tout ce qu'elle avait construit. Même aujourd'hui, l'Atlantide continue de hanter nos esprits. Des documentaires, des livres, des films racontent son mystère. Chaque génération revient à cette histoire, fascinée par l'idée qu'un monde magnifique ait pu exister, puis disparaître en une seule nuit. Mais peut-être que ce qui nous attire le plus, ce n'est pas seulement l'idée d'une cité engloutie. C'est ce qu'elle représente. L'Atlantide est un rappel. Elle nous montre que la grandeur matérielle n'est rien sans la vertu intérieure. Elle nous avertit que l'orgueil peut faire tomber même les royaumes les plus puissants. Et c'est peut-être pour cela que, malgré les siècles, malgré l'absence de preuves, le mythe survit. Car au fond, l'Atlantide n'est pas seulement une légende ancienne. C'est une histoire que nous portons en nous, comme un rêve, comme un avertissement, comme une quête inachevée. Ainsi se termine l'histoire de l'Atlantide. Un royaume béni des dieux, riche et puissant, devenu orgueilleux, et perdu dans une seule nuit.
Englouti sous les flots, il disparut sans laisser de traces, sauf dans les mots et dans la mémoire des hommes. Mais pourquoi ce récit nous touche-t-il encore après tant de siècles? Pourquoi chaque génération revient-elle à cette légende comme à un rêve qu'il faut comprendre? Peut-être parce que l'Atlantide n'est pas seulement une terre disparue. Elle est un miroir tendu à l'humanité. Car l'Atlantide nous dit que toute civilisation, si brillante soit-elle, peut tomber si elle oublie ses valeurs. Elle nous rappelle que l'orgueil, la cupidité et la perte de la sagesse mènent toujours à la chute. Ces temples dorés, ces palais magnifiques, ces flottes innombrables, tout cela n'a pas survécu. Seule la mémoire d'une leçon demeure. Platon, en racontant cette histoire, voulait peut-être avertir ses contemporains. Peut-être voulait-il montrer que la vraie grandeur ne vient pas des richesses ni de la force, mais de la vertu et de la justice. Et c'est pour cela que, même engloutie, l'Atlantide continue d'exister. Pas sous l'océan, mais dans nos esprits. Comme une voix silencieuse, qui nous dit « Prenez garde. Ne perdez pas ce qui fait l'essence de l'humanité. » Certains cherchent encore la cité perdue dans les profondeurs marines, d'autres pensent qu'elle n'a jamais été qu'une parabole. Mais au fond, peu importe. Car la vraie Atlantide, celle qui continue de vivre, est celle que chacun porte en lui. C'est l'idée d'un monde parfait, d'un âge d'or, d'un paradis perdu, que nous espérons retrouver. Et peut-être, quand nous fermons les yeux pour écouter cette histoire, l'Atlantide revient à la surface. Pas comme une île lointaine, mais comme une vérité intérieure. Une vérité qui nous dit que la sagesse, la paix et la justice ne doivent pas être englouties, mais nourries chaque jour, en nous et autour de nous. Voilà pourquoi l'Atlantide ne disparaît jamais vraiment. Elle vit dans les mots, dans les rêves, dans ce silence mystérieux, qui nous attire encore vers l'océan. Elle est la mémoire d'un passé incertain, mais aussi la promesse d'un futur possible. Écouter l'histoire de l'Atlantide, c'est se souvenir de ce que nous pouvons perdre, et de ce que nous devons protéger. Et quand le bruit du monde s'apaise, il reste encore cette question suspendue comme une étoile au-dessus des flots. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé, ou vit-elle seulement en nous? Ainsi s'accomplit l'histoire de l'Atlantide. Un royaume disparu, mais une légende qui vit encore à travers les siècles. Bonne nuit, et que la paix soit avec vous.